Chers amis du Parti de la France, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de ce type de vidéo où je réponds à vos questions que vous m'avez posées principalement sur Facebook. Donc je vous remercie d'ailleurs du nombre de questions qui ont été posées, donc certaines étaient les mêmes, donc j'ai essayé de les compiler un petit peu et je vais tenter d'y répondre brièvement pour ne pas faire une vidéo trop longue. Alors tout d'abord, plusieurs internautes m'ont demandé ce que je comptais faire, est-ce que comptait faire le Parti de la France aux prochaines élections présidentielles, donc en 2022, si elles ont lieu, puisqu'on ne sait pas, grâce au prétexte de la dictature sanitaire, on ne sait pas ce que nos gouvernants nous réservent à ce niveau-là. Eh bien, sachez que dans l'état actuel des choses, la droite nationale de conviction que le Parti de la France représente n'est pas en mesure de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Puisque si nous allions à la présidentielle, si nous essayions d'aller à la présidentielle, ce serait pas de manière virtuelle. Ce ne serait pas pour faire semblant d'être candidat. Nous avons une certaine expérience des élections présidentielles, d'une part par rapport aux différentes élections présidentielles auxquelles les cadres du Parti de la France ont participé lorsqu'ils étaient au Front National, et également l'élection présidentielle de 2012 où Karl Lang était candidat et où nous avons échoué à rassembler suffisamment de signatures. Car c'est là que se situe le verrouillage républicain. Ce sont les 500 parrainages de maires, les 500 parrainages d'élus, en fait, qui sont le sésame d'entrée à la course à l'élection présidentielle. Et c'est quelque chose de très très difficile à obtenir, en particulier quand on n'a pas de réseau d'élus, donc c'est-à-dire que chaque élu peut donner une voix, un parrainage, et quand on n'a pas de réseau d'élus, c'est particulièrement difficile à obtenir, même quand on a un réseau d'élus, puisque sachez que Jean-Marie Le Pen, en 2002 et en 2007, j'ai participé à la recherche des signatures à ce moment-là, a eu beaucoup de mal à les obtenir, puisque le système à l'époque menaçait les maires qui accordaient leur parrainage à Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, ces parrainages constituent un verrou républicain que nous estimons infranchissable en l'état actuel des choses, et il n'existe pas actuellement de dynamique politique, populaire, on va dire militante et également financière pour envisager une participation à l'élection présidentielle. Alors bien sûr, nous pourrions faire semblant, je pourrais me déclarer candidat à l'élection présidentielle, voilà, pour faire plaisir au ghetto de notre mouvance, pour essayer d'avoir un succès d'estime. Mais voilà, la politique c'est une chose sérieuse et l'élection présidentielle aussi, et je pense qu'il ne faut pas mentir aux militants de la droite nationale en leur faisant croire qu'en l'état actuel des choses, nous pouvons présenter une candidature crédible à cette élection présidentielle en raison malheureusement de cette loi des 500 parrainages, qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais le rendre public ces parrainages rend la tâche très difficile, puisque ce n'est pas au sein de nos élus, au sein des maires de France que l'on trouve les gens les plus courageux et qui sont prêts à s'exposer médiatiquement en accordant leur parrainage à la droite nationale de conviction, à un candidat du Parti de la France. Alors sachez que je le regrette et je vous dis, c'est en l'état actuel des choses. En politique, il peut se passer beaucoup de choses, et que si il y avait une possibilité de candidature à l'élection présidentielle, mais une possibilité réelle, c'est-à-dire dans un contexte différent, avec des moyens différents, eh bien nous le ferions. Nous participerons tout de même à cette élection. On va attendre de voir quel sera le casting de cette élection. Est-ce qu'il y aura des candidats, on va dire, ou candidates surprises lors de cette élection? Pour l'instant, les candidats annoncés ne sont pas bien enthousiasmants. Au Parti de la France, nous estimons que Marine Le Pen est la plus mauvaise candidate possible pour le camp national, et nous espérons qu'il y aura une alternative à Marine Le Pen, mais pour l'instant, nous ne voyons pas trop d'où elle pourrait venir. En tout cas, les personnes qui seraient susceptibles d'apporter véritablement une candidature d'espoir restent en retrait ou ne souhaitent pas se présenter. Donc voilà, nous allons observer la situation politique et nous agirons en fonction de celle-ci, en fonction du contexte politique pour cette élection présidentielle. Nous participerons
évidemment, comme à chaque fois aux élections législatives qui suivront l'élection présidentielle, où nous essaierons de présenter un maximum de candidats dans un maximum de circonscriptions. Nous ne savons pas non plus quel sera également le mode de scrutin, puisqu'il paraîtrait qu'une dose de proportionnel serait injectée dans cette élection. Donc nous verrons comment ça se déroule, mais nous serons présents à ces élections. Nous tenterons de l'être là où nous le pouvons aux élections départementales et régionales, qui normalement devaient ou devraient avoir lieu au mois de juin de cette année, mais apparemment, du côté de chez Monsieur Macron, on chercherait à reporter ces élections encore une fois après l'élection présidentielle en 2022. Donc je ne sais pas quand, mais a priori, il y aurait une volonté de nouveaux reports de ces élections. Sûrement ne veut-il pas se prendre une raclée à moins d'un an des présidentielles. Donc voilà, c'est peut-être une tactique, je ne sais pas encore, je ne sais pas ce qui nous réserve aussi au niveau de la dictature sanitaire, au niveau du confinement qui aura lieu ou pas au mois de juin. Donc voilà, tout cela est très flou, et donc je tenais à répondre à cette question qu'on me pose souvent sur les élections présidentielles de 2022. Sachez que voilà, nous regrettons de ne pouvoir être candidat. Je regrette personnellement de ne pouvoir être candidat, car j'aimerais que le discours du Parti de la France soit un peu plus médiatisé, puisque plus personne ne tient ce discours, ne représente les idées de la véritable droite nationale. D'autres questions concernaient la vague actuelle de censure sur les réseaux sociaux, qui en fait, cette vague a en fait coïncidé avec l'élimination de Donald Trump de ses réseaux sociaux. Donald Trump utilisait de manière frénétique Twitter, également Facebook dans une moindre mesure, pour éviter de passer par les médias traditionnels qui le vomissent depuis le début de sa mandature. Et en fait, dès que Donald Trump a été mis, on va dire, en difficulté, en gros, a été lâché par tout le monde, que à la suite d'une élection truquée de manière grotesque, digne d'une république bananière africaine, eh bien, tout le monde a lâché Donald Trump, et les réseaux sociaux en fait, ceux qui tiennent, les administrateurs des réseaux sociaux, je pense à Monsieur Dorsey, à Monsieur Zuckerberg, se sont précipités dès que la bête a été blessée pour lui donner le coup de pied de l'âne, comme on dit, et en fait de le bannir des réseaux sociaux sur lesquels il était très présent et il était très suivi. Donc voilà, cette censure en fait va être sûrement générale. Sachez qu'en fait, on dit les réseaux sociaux n'appartiennent pas au domaine public. Ils appartiennent à des gens qui les ont créés, qui les ont développés, et ces gens sont d'ignobles gauchistes, progressistes et cosmopolites. Donc en fait, ces gens-là ne supportent pas que leurs réseaux sociaux soient utilisés par des patriotes, par des nationaux, par des gens qui combattent le mondialisme et le métissage généralisé, par exemple. Donc voilà, il faut s'attendre à une nouvelle vague de censure générale à l'égard des patriotes, à l'égard des dissidents politique face au cosmopolitisme mis en place par toute l'engeance mondialiste. On a pu assister, donc ça je ne pose pas les questions, je ne lis pas les questions que les gens m'ont faites, mais je reste sur les thèmes qui ont été donnés, au lynchage en fait de Donald Trump par l'ensemble des médias, et également par des gens qui l'avaient soutenu jusqu'alors, hein, du bout des doigts. Le Parti républicain en était malade, en fait, que Donald Trump ait été leur candidat à la précédente élection présidentielle, et c'est sûr qu'ils se sont précipités pour le lâcher. Donc là, on a affaire à un lynchage. Il y a deux raisons. D'une part, parce que ses adversaires démocrates et de gauche sont des gens foncièrement mauvais, petits, bas, lâches, couards, et qu'ils ont peur que Donald Trump se représente dans 4 ans. Voilà, donc ils essaient de faire une procédure à quelques jours de la fin de sa présidence, essaient de faire une procédure d'impeachment, comme on dit aux États-Unis, afin de le débarquer quelques jours avant l'heure, et afin sûrement d'entreprendre des procédures judiciaires en essayant de l'accuser d'avoir fomenté l'invasion tout de même assez bizarre du Capitole. On a pu voir une foule assez carnavalesque de personnes s'introduire dans le Capitole le 6 janvier,
On a trouvé, enfin voilà, j'ai trouvé ça tout de même assez bizarre qu'aux États-Unis on ne puisse pas repousser une foule qui essaye d'envahir le Capitole. Donc je pense que tout cela a été orchestré et utilisé par les démocrates pour essayer de nuire à Donald Trump et de l'empêcher de contester cette élection. Mais bon voilà, on savait que c'était foutu, même s'il a gagné l'élection, ce que je pense, même si elle a été truquée, avec des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions de fausses voix à destination de Joe Biden. Je pense que voilà, les juges font partie de l'État profond et que même les juges de la Cour suprême, qu'on pensait un peu plus courageux que les autres, se sont couchés devant l'État profond et ont entériné cette fraude historique dans toute l'histoire des États-Unis. Une question concernant le mouvement Qanon, Qanon, je ne sais pas comment on dit exactement, ça s'écrit Q-A-N-O-N, voilà, vous rechercherez sur internet la définition exactement de ce mouvement qui regroupe en fait tous les tenants de certaines théories que l'on dit complotistes ou conspirationnistes. Donc voilà ce que j'en pense, et c'est qu'en fait il y a à boire et à manger. Il y a des choses vraies, des choses complètement farfelues, donc je pense qu'il faut être relativement prudent avec tout ce qui est dit par les gens. Puis en plus, ce mouvement n'a pas véritablement de représentants. Donc voilà, on a un peu tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut être relativement prudent pour rester crédible. Même s'il y a des choses qui doivent être dénoncées, après il faut faire attention. Ce genre de mouvement attire beaucoup de fous furieux qui seraient prêts à remettre en cause des choses tout à fait normales, naturelles, évidentes. Et donc voilà, en contestant voilà, certaines choses, on peut avoir des fous qui vont vous dire que la Terre est plate. Donc voilà, il faut faire très attention, sous peine de perdre une certaine crédibilité à ce type de mouvement global, on va dire complotiste et conspirationniste, qui se met à douter de tout jusqu'à la couleur du ciel. Une autre question concerne évidemment le Covid, le Covid-19. Alors voilà, contrairement à certains complotistes, j'estime que le virus existe, oui, et qu'il est contagieux, oui, effectivement. En revanche, c'est sa dangerosité et le cirque sanitaire qui est fait autour de ce virus est complètement ridicule par rapport au nombre de victimes, par rapport au nombre de morts. C'est-à-dire que là, les gouvernants, les différents gouvernements, les différents États ont mis le doigt dans un engrenage, et je pense qu'ils le font sciemment, avec un objectif de changement total de nos sociétés, et avec un contrôle quasi soviétique des populations qui va se mettre en place de manière permanente. Voilà, le Covid-19 ne nécessite pas une telle folie sanitaire. Et là, on peut s'apercevoir entre l'incompétence, la lourdeur de la bureaucratie française, l'incompétence du haut fonctionnariat, de nos gouvernants, on peut s'apercevoir tout de même qu'il y a derrière cela une réelle volonté de museler, en fait, d'asservir les populations, de détruire certains pans de notre économie, car rien ne justifie actuellement la destruction de secteurs entiers de notre économie. Je pense en particulier aux cafetiers, aux restaurateurs, aux hôteliers, je pense également à tous ceux qui vivent du tourisme. Voilà, je pense que ces gens-là méritent d'être soutenus, et que d'ailleurs, si la corporation entreprenait une vaste vague de protestation nationale, un peu comme ça se fait en Italie, où ils ont décidé d'ouvrir tous le restaurant, là, ces jours-ci, je pense que le Parti de la France, évidemment, soutiendra, amplifiera cette campagne de résistance à la dictature sanitaire, et je pense que c'est ce que devrait faire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je ne tiens pas de bistrot, je ne tiens pas de restaurant, je ne m'expose pas aux amendes qu'il pourrait encourir, mais je crois que de manière générale, la corporation, les syndicats de restaurateurs, de tenanciers de bistrots, ou d'établissements de nuit, ou encore de tout ce qui a trait au tourisme et qui ne peut pas ouvrir, devraient dire, voilà, on refuse les dictates des
des fous qui sont au gouvernement et qui veulent nous faire mourir, et on ouvre voilà, de manière globale et générale, de telle façon à accueillir le public. Voilà, je pense qu'on doit être entré dans une phase de désobéissance civile face à cette folie qui se met en place et qui, je le crains, se met en place pour tout le temps, pour toujours. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune intention, je pense, nos gouvernants, et ceux peut-être qui tirent les ficelles derrière, de revenir à la situation d'avant Covid. Et concernant le vaccin, écoutez, le vaccin, voilà, c'est, à mon avis, c'est au libre choix. Moi, je pense qu'il faut se méfier de quelque chose qui a été fait dans la précipitation. Un vaccin contre un virus qui mute en permanence, je pense qu'il est inefficace, que c'est plus un placebo qu'autre chose. Et je suis un peu étonné de la précipitation de nos gouvernants avec un vaccin pour lequel on n'a aucun recul quant à son efficacité et sa dangerosité, et toute la méfiance qu'ils pouvaient avoir avec le traitement à la chloroquine que proposait le professeur Raoult, qui en fait est en plus un médicament utilisé depuis des décennies, depuis 70 ans je crois, un peu partout dans le monde, mais qui coûtait pas très cher et qui ne rapportait rien au laboratoire. Donc voilà, je pense qu'il faut être très très prudent avec la campagne de vaccination. Personnellement, je ne refuse de me faire vacciner. J'ai attrapé le Covid, donc je sais de quoi je parle. Et il faut, dans une vaccination, voilà, il faut peser les risques encourus par rapport à une vaccination ou une non-vaccination. Et franchement, voilà, pour un gros rhume, pour une grippette, on ne se vaccine pas. Sinon, on se vaccine pour 50 autres choses aussi. Donc voilà, je suis assez hostile à la vaccination. Après, si ça peut rassurer certaines personnes âgées ou certaines personnes qui ont des pathologies lourdes et qui risquent leur vie en cas de test positif au Covid, s'ils attrapent le Covid, bon, voilà, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'il faille une vaccination nationale et internationale. Je pense que c'est relativement exagéré. Alors une question concernant la personnalité de droite hors camp national qui trouve grâce à mes yeux, que je trouve sympathique. Alors au niveau local, voilà, je connais assez bien un sénateur qui s'appelle Olivier Paccaud, un sénateur, on va dire, de droite républicaine, et que je connais, qui est un petit peu plus âgé que moi, mais voilà, qui est très sympathique, qui n'hésite pas à me saluer devant beaucoup d'autres personnes ou d'autres élus, et qui est quelqu'un de très droit, de très agréable et de patriote, et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais vous ne connaissez pas forcément. Je pense que la personne qui a posé la question voulait peut-être une personnalité un peu plus connue. Alors j'ai cherché un petit peu, j'en ai trouvé une. Je trouve que Nadine Morano, de temps en temps, a des éclairs de lucidité et a un franc-parler qui me plaît. Elle dit quelquefois les choses comme il le faut, par rapport quelquefois à l'immigration, par rapport au terrorisme. Voilà, donc je trouve que Nadine Morano, de temps en temps, même si je n'ai pas une grande confiance en ses convictions profondes, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a une certaine personnalité et qui est parfois agréable à écouter. Et la même personne me demandait si je trouvais quand même une qualité à Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac, oui, voilà, j'aime autant Jacques Chirac que Jean-Marie Le Pen l'aime bien, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça a été le pire président de toute la Ve République, le plus lâche, le plus minable, le plus mauvais, le plus nocif. Et si je devais relever des qualités de cet individu, ce sera peut-être qu'il a toujours été, tout au long de sa vie, un redoutable candidat, pas un bon maire de Paris, pas un bon président de la République, mais en tant que candidat, il était très bon, c'était un requin, un compétiteur, et c'est vrai qu'il avait des qualités dans ce domaine, et également dans le relationnel avec les électeurs. Voilà, Jacques Chirac était quelqu'un qui, en une poignée de main et un regard, il s'assurait quasiment d'un vote à vie, parce que les gens qui le rencontraient le trouvaient sympathique. Quand il allait au salon de l'agriculture, il a été très célèbre grâce à ça. Donc voilà, c'est une certaine qualité qu'il avait. C'était pas un énarque froid et distant. C'était quelqu'un qui savait parler, rencontrer le peuple français. Une autre question concerne l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie.
Évidemment, l'acharnement thérapeutique, on en parle beaucoup, souvent, ce sont les partisans de l'euthanasie qui nous disent « mais oui, l'acharnement thérapeutique, c'est inhumain, ça ne sert à rien ». En fait, il n'existe pas. Je ne connais pas d'acharnement thérapeutique sur un malade en fin de vie. Ça n'existe plus réellement dans les hôpitaux français, dans les centres de soins. Il n'y a plus d'acharnement thérapeutique à sauver quelqu'un qui va mourir. Je crois qu'il y a des soins palliatifs et c'est ça qu'il faut développer pour que les gens puissent partir paisiblement et non pas dans d'atroces souffrances. Et évidemment, le Parti de la France est totalement opposé à toute législation concernant l'euthanasie, tout comme la législation actuelle concernant l'avortement. Au Parti de la France, nous estimons que la vie doit être protégée de sa conception jusqu'à la mort naturelle. Et la mort naturelle, je pense, doit être accompagnée de la meilleure manière qui soit par des équipes médicales et par des possibilités médicales que sont les soins palliatifs, que je pense qu'il faut largement développer plutôt que de mettre en place une légalisation de l'euthanasie qui aboutirait, comme pour l'avortement, on va vous présenter des cas exceptionnels de personnes en disant « mais regardez, c'est inhumain de laisser vivre cette personne dans l'état où elle est », pour aboutir, comme pour l'avortement, à l'euthanasie de confort, à l'euthanasie économique et à quasiment un génocide de nos vieillards dans les EHPAD, car c'est cela qui nous attend si l'euthanasie est mise en place. On peut faire confiance à nos gouvernants et aux différents politiciens de gauche et de droite pour se soumettre encore une fois à la culture de mort. Autre question sur les dons d'organes. Personnellement, j'y suis opposé. Voilà, je refuse de donner mes organes car sachez que les organes se prennent sur des personnes, sur des donneurs vivants. La plupart des organes se ne prennent pas sur des gens morts, mais sur des gens vivants. Et je ne suis pas certain que tout soit mis en œuvre pour vous sauver à partir du moment où vous êtes donneur d'organes. Voilà, donc j'ai quelques doutes quant au don d'organes, également quant à la destination de ces organes. Je crois que c'est assez flou, c'est assez opaque. Est-ce que les organes bénéficient directement à des patients qui en ont réellement besoin, des patients français qui en ont réellement besoin? Est-ce qu'ils partent ailleurs? Est-ce qu'ils vont pas plus facilement à des gens qui en ont les moyens? Voilà, je pense que c'est très flou et je pense également que alors après, je n'empêche pas les gens de donner leurs organes, mais voilà, une réponse personnelle, je n'y suis pas favorable. Une autre question totalement différente concernerait une alliance de circonstances avec M. Philippot, président des Patriotes, et d'autres structures contre la dictature sanitaire qui se met en place. Voilà, le Parti de la France, par l'intermédiaire d'Alexandre Simoneau, le samedi dernier, a participé à une manifestation qui était organisée par Florian Philippot et son parti Les Patriotes à Paris pour dire non à la folie sanitaire qui est en place aujourd'hui en France. Donc nous estimons que face à ce fléau qu'est la dictature sanitaire permanente, il est nécessaire de s'unir avec toutes les personnes suffisamment lucides et qui dénoncent cet état de fait et cet état de séquestration et de contrôle permanent de la population française qui ne repose sur aucune justification ni médicale ni scientifique. Donc voilà, une alliance de circonstances, oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faut être unis contre cette dictature sanitaire, tout comme il faut être unis contre l'invasion migratoire de notre pays, comme il faut être unis contre nos gouvernants mondialistes et cosmopolites. Donc voilà, la plus large union possible. C'est pas pour ça que nous allons devenir des gaullistes de gauche comme Monsieur Philippot, mais si nous avons des points communs, si nous entendons sur certaines choses, eh bien pourquoi pas de faire des actions ensemble. Voilà, le Parti de la France n'a pas vocation à être un groupuscule, à être le garant de je ne sais quelle éthique nationaliste ou patriote. Voilà,
voilà, nous travaillons avec toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient, quels que soient les griefs qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines personnes ou qu'on ait pu avoir au sein de la droite nationale. Voilà, nous travaillons dans l'intérêt de la nation et du peuple français, et non pas pour régler de vieilles haines recuites ou pour se présenter comme les gardiens du temple nationaliste ou je ne sais quoi. Nous laissons cela à d'autres. Si certains trouvent intéressant de distribuer des brevets de radicalité, grand bien leur en face, nous, ça ne nous concerne pas. Alors, une question, quelle est l'efficacité réelle du Parti de la France? Eh bien, le Parti de la France a cette qualité, dirons-nous, de tenir un discours que plus personne ne tient. C'est-à-dire tenir le discours de la droite nationale de conviction, de la droite nationale qui s'oppose sans dédiabolisation au mondialisme, au cosmopolitisme, à l'invasion migratoire et islamique de notre continent, de notre pays. Nous refusons de courber les chines devant les médias, c'est-à-dire nous n'essayons pas de leur plaire, nous ne sommes pas dans une dédiabolisation obsessionnelle, nous voulons dire la vérité aux Français, et pour cela, le Parti de la France est une structure d'accueil de véritable droite nationale pour tous les patriotes qui veulent s'engager en politique. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est sûr que pour l'instant, nous sommes malheureusement marginalisés, que nous n'avons pas accès aux médias, mais ça peut très vite changer. Et c'est plutôt en ayant une structure organisée que nous pourrons saisir la balle au bon, on va dire, le cas échéant, si nous avions une fenêtre de tir médiatique et politique qui s'ouvrait, mais sûrement pas en restant dans notre coin en disant c'est foutu, résignons-nous. Non, il ne faut jamais perdre espoir en politique et jamais perdre espoir en son propre peuple. J'en terminerai avec le 30 janvier, en fait l'hommage que le Parti de la France rendra à Roger Olindre, son président d'honneur qui est décédé en fait le 30 janvier de l'année dernière, le 30 janvier 2020, et donc nous lui rendrons hommage à Vaucresson, au cimetière de Vaucresson. Nous nous recueillerons sur sa tombe, et donc ça a lieu. Donc voilà, je vous invite pour ceux qui le peuvent à vous y rendre. Ce sera donc à 14h30 au cimetière de Vaucresson. De toute façon, nous communiquerons là-dessus dans quelques jours, où nous vous mettrons exactement l'adresse exacte, les horaires et le déroulé de la journée. Bon, je peux vous le dire, voilà, ce sera un dépôt de gerbes qui sera suivi d'une allocution que je ferai, et également peut-être d'autres personnalités de la droite nationale que j'ai invitées mais que je n'annoncerai pas puisque je ne suis pas certain qu'elles viennent, et ce sera suivi voilà, de chants patriotes tels que la Marseillaise, J'avais un camarade, les Africains. Voilà, ce sera une petite cérémonie d'hommage à celui qui a incarné le combat de résistance nationale, Roger Olindre, qui est un personnage qu'on ne présente plus, tout du moins au sein de la mouvance nationale, et qui était totalement fédérateur de notre mouvance. Les personnes qui voudront participer sont invitées à venir avec un drapeau bleu, blanc, rouge pour marquer notre attachement indéfectible à la nation et rendre hommage à notre camarade Roger. Évidemment, si les conditions sanitaires étaient durcies, c'est-à-dire que s'il y avait un nouveau confinement, reconfinement, je communiquerai pour vous dire si, oui ou non, l'hommage est maintenu, car si le cimetière est fermé, si ces quadrillés de policiers qui se précipiteront pour nous arrêter, voilà, je ne vous enverrai pas dans un traquenard, mais sachez qu'en l'état actuel des choses, l'hommage est maintenu, et je vous invite à y participer, donc samedi 30 janvier prochain. Voilà, écoutez, j'en ai terminé, je reviendrai pour une série de questions dans quelques temps. Voilà, il n'y a pas de véritable régularité de ce type de vidéo, mais j'y reviendrai prochainement avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, au revoir.